Néfertiti, la beauté révolutionnaire. On ne peut parler des plus grandes reines africaines sans mentionner Néfertiti, dont le charme a inspiré tant d'écrivains à travers les siècles. Celle dont le prénom signifie la belle est arrivée, porte toujours en elle tout le mystère et la grandeur de l'époque des pharaons. Maîtresse de toutes les femmes, la dame des deux terres, la bien-aimée du roi. L'ensemble des titres honorifiques existants ne semble pouvoir égaler sa prestance. Dès sa venue au palais, le gratin de la société égyptienne chuchote et s'interroge sur la provenance de cette belle et très jeune femme, à peine âgée de 13 ans. Certains affirment qu'elle serait la nièce de la reine Tiye. D'autres, mauvaise langue, n'hésitent pas à contester son origine noble. Selon eux, elle n'aurait pas une seule goutte de sang bleu dans les veines. D'autres encore scandent qu'il s'agirait de la fille préférée d'un certain Tushratta, roi de Mitanni, un royaume situé à l'extrême nord de la Syrie. Le souverain aurait voyagé des nuits durant, pour offrir la main de sa fille à un illustre monarque. Si les récits sont nombreux et les sources divergent, beaucoup refusent d'admettre que cette beauté soit étrangère à l'Égypte. Mais l'origine incertaine de sa naissance et la forme harmonieuse de son visage, poussent le peuple égyptien à surnommer leur nouvelle reine Néfertiti, la belle est arrivée. Alors que la future souveraine impressionne tout l'Empire, elle fait également une forte impression sur son époux. Amenhotep IV tombe éperdument amoureux de la grande épouse royale, dès qu'il l'aperçoit. Petit à petit, il délaisse son harem et les bras de ses concubines pour se consacrer à celle qu'il appelle « ma bien-aimée ». Les fresques et reliefs des murs ancestraux sont les témoins de la relation étroite qui unit les deux époux, représentation du couple royal commandant les troupes, les conjoints sur leur trône, Néfertiti et Amenhotep s'embrassant en public, sur un char en or massif tiré par 2 chevaux blancs, elle est délicatement assise sur les genoux de son époux. Jamais un monarque égyptien ne voua un tel culte à une femme et ne consacra autant de place à son épouse, demandant sans cesse à ses artisans de sculpter le visage de sa belle dans le but de la rendre immortelle. Pour lui prouver son amour, il lui laissera aussi des poèmes gravés dans la pierre. Des vers rapportant sa beauté, l'allure de celle dotée de toutes les qualités et de toutes les faveurs, celle dont la voix réjouit le roi, pour qu'elle puisse vivre pour toujours et à jamais. Le nombre de représentations murales de Néfertiti reflète l'importance de son rôle, que certains jugent encore plus important que celui du pharaon. En plus de prendre des décisions politiques et militaires, elle exerce une grande emprise sur son époux, qu'elle poussera à mener une réforme religieuse extrêmement controversée. Néfertiti veut que son nom résonne à travers les âges, et qu'on se souvienne d'elle comme de la femme qui changea la face de l'Égypte. Souhaitant à tout prix lui plaire, Amenhotep, contre l'avis de ses conseillers, suit son épouse dans sa démarche spirituelle. À deux, ils initient le culte rendu au dieu du disque solaire, Atona. Les époux ordonnent la destruction des autres idoles, et nomment Atona, le dieu suprême. Néfertiti s'érige en grande prêtresse, et devient ainsi l'intermédiaire entre les hommes et le dieu. Désormais, nul ne peut prier Aton sans la louer. Il marque ce changement radical dans le culte d'Égypte antique, en changeant de nom. La reine devient Néfer-Néferuaton, belle et la perfection d'Atona, et Amenhotep IV prend le nom d'Akhenaton, celui qui est bénéfique à Atona. Scellant ostensiblement la rupture avec l'ancien régime, le couple royal quitte ses palais de Thèbes et de Memphis et part s'installer dans la ville de l'horizon d'Aton, Akhet-Aton, cité lumineuse bâtie dans la plaine, entre le Nil et les falaises. Malheureusement, ce bouleversement marque la fin de l'entente harmonieuse du couple. Ses proches, craignant de voir d'autres réformes défigurer les traditions, tentent de semer le trouble dans son bonheur. Des clans se créent, la reine et Akhenaton n'arrivent plus à communiquer. Après 12 ans d'amour, ils se séparent définitivement. Akhenaton, ne supportant plus de partager la demeure de Néfertiti, renie ses promesses à Atona et rentre à Thèbes. Orgueilleuse, Néfertiti le traite de lâche et décide de rester à Akhet-Aton, ne voulant pas laisser le désespoir mettre fin à ses rêves de grandeur et de renouveau. Mais petit à petit, les habitants désertent la nouvelle capitale, laissant la reine seule dans son grand palais. Elle a maintenant 25 ans, et elle sent son règne et son pouvoir s'essouffler. Pour que la beauté de son regard demeure éternelle, Thutmosis, célèbre sculpteur royal, taille son buste, qui deviendra légendaire. À 30 ans, Akhenaton meurt à la suite d'une maladie longue et douloureuse. Comme manifestation ultime de son amour,
il demande de tailler le visage de Néfertiti aux 4 coins de son sarcophage en granit. Souhaitant que son épouse principale protège sa momie après sa mort, il lui attribue ainsi un rôle traditionnellement dévoué aux grandes déesses telles que Nis, Nebut ou encore Aset. Nul ne connaît le sort final de Néfertiti. Est-elle morte seule dans son grand palais vide? Est-elle retournée au chevet de son bien-aimé? Les pharaons qui succédèrent au couple révolutionnaire maudirent la cité d'Akhenaton et effacèrent toute trace d'Akhenaton, de la belle Néfertiti et du dieu soleil. Jusqu'à ce qu'un archéologue découvre les vestiges de la ville mystique en 1912, et dévoile sa grandeur au monde.